Un père millionnaire voit un maçon noir nourrir sa fille aveugle et sa vie change à jamais. Le millionnaire Robert Montgomery resta figé, regardant la scène se dérouler dans le jardin de son manoir du Connecticut. Un maçon noir, les mains calleuses et les vêtements usés par le travail, nourrissait doucement sa fille Charlotte, la même fille qu'il pouvait à peine regarder dans les yeux depuis l'accident qui l'avait rendue aveugle il y a 2 ans. « Voilà la petite Laï. Encore une cuillerée !» dit Marcus Johnson avec une gentillesse qui donna à Robert l'impression qu'un couteau lui était enfoncé dans la poitrine. Charlotte rit, un son que Robert avait presque oublié. À 8 ans, elle n'avait pas souri comme ça en présence de son père depuis longtemps. La fillette leva la main, trouvant le visage de Marcus avec une précision surprenante. « Dis-m'en plus sur les couleurs du jardin, Marcus, » demanda-t-elle. « Je veux voir à travers tes yeux. » Robert se réfugia dans l'ombre de la terrasse, sentant un mélange toxique de honte et de colère grandir en lui. Comment cet homme, qui ne connaissait Charlotte que depuis 2 semaines, pouvait-il établir avec elle un lien que lui, son propre père, ne pouvait plus établir? Montgomery Construction était l'une des plus grandes entreprises du pays, spécialisée dans les bâtiments de luxe qui transformaient le paysage urbain. Mais Robert Montgomery n'avait pas réussi à construire un pont vers le cœur de sa propre fille. L'accident s'était produit un après-midi ordinaire. Un conducteur ivre, un virage à l'aveugle, et la vie de Charlotte avait changé à jamais. Robert était au volant. Physiquement, il s'en était sorti blessé. Émotionnellement, il était une épave noyée dans le travail et la culpabilité. Depuis lors, Charlotte vivait sous la garde de nounous et d'infirmières bien payées, tandis que Robert se cachait dans les étages supérieurs de son manoir ou dans son bureau en ville. L'arrivée de l'équipe de rénovation du jardin, dirigée par Marcus Johnson, n'aurait pas dû modifier cette dynamique dysfonctionnelle. Cependant, quelque chose était en train de changer, et Robert ne savait pas comment y faire face. Monsieur Montgomery, la voix de sa gouvernante, Madame Peterson, interrompit ses sombres pensées. « Vous avez reçu un appel important de la Chine concernant le projet de Shanghai. » Robert hocha machinalement la tête, jetant un dernier regard au jardin avant de se diriger vers son bureau. Alors qu'il marchait dans le couloir, il s'arrêta devant la photo encadrée de sa défunte épouse. « Éléanore, tu aurais su quoi faire, » murmura-t-il. « Tu l'as toujours su. » Lors de la réunion de cet après-midi avec les investisseurs, Robert était distant, son esprit revenant à plusieurs reprises à la scène dans le jardin. À son retour à la maison, il trouva Madame Peterson qui l'attendait avec une expression inquiète. « Monsieur, le professeur de piano de Charlotte a appelé. Elle a raté son 3e cours d'affilée. Que voulez-vous dire? L'infirmière ne l'a pas emmenée? Charlotte a refusé d'y aller, monsieur, dit-elle. La gouvernante hésita. Elle a dit qu'elle détestait le piano maintenant qu'elle ne pouvait plus voir les touches. Robert sentit le poids de la culpabilité devenir encore plus lourd. Éléonore était pianiste, et Charlotte avait toujours aimé ses cours. Cette nuit-là, incapable de dormir, Robert descendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Il fut surpris d'entendre des voix venant du jardin. S'approchant tranquillement de la porte arrière, il vit Marcus assis près de la fontaine avec Charlotte. « Eh bien, après le travail. Mon père ne m'aime plus depuis que je suis aveugle, » dit la jeune fille avec une certitude qui déchira le cœur de Robert. « Il ne peut même pas être dans la même pièce que moi. »« Ne dis pas ça, petite, » dit la voix de Marcus, ferme mais douce. Parfois, les adultes ne savent pas comment gérer la douleur, en particulier celle des personnes qu'ils aiment le plus. « Avez-vous perdu quelqu'un que vous aimiez ?» demanda Charlotte. Un long silence suivit avant que Marcus ne réponde. « Oui, ma fille Zoé. Elle avait presque ton âge. » Robert se figea. Quelque chose dans la voix de Marcus, une douleur profonde et familière, le maintenait cloué dans l'ombre. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Charlotte. « Elle était malade. Une leucémie. Nous nous sommes battus pendant 3 ans, mais... » Marcus prit une grande inspiration. « Ce que j'ai appris, Charlotte,
c'est que le temps que nous passons avec ceux que nous aimons est trop précieux pour le gâcher par la peur. Robert recula, silencieux comme une ombre, son monde s'écroulant lorsqu'il réalisa la véritable nature de son comportement. Ce n'était pas de la protection, c'était de la lâcheté. Et tandis qu'il remontait l'escalier pour retourner dans sa chambre vide, une question le hantait. Quel genre d'homme abandonnait sa propre fille au moment où elle en avait le plus besoin, tandis qu'un étranger, porteur de sa propre douleur dévastatrice, trouvait la force de la réconforter? Ce que Robert ignorait, c'est que Marcus Johnson n'était pas qu'un simple maçon au grand cœur. Son histoire était bien plus complexe que quiconque dans ce manoir n'aurait pu l'imaginer. Et les vérités qui allaient émerger dans les semaines à venir allaient changer à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Si cette histoire de culpabilité, de rédemption et de connexion improbable vous a touché le cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment la rencontre entre ces deux hommes, brisés par la vie mais unis par leur amour pour le même enfant, va déclencher une série de révélations que personne n'aurait pu prédire. Dans les jours qui suivirent, Robert intensifia son enquête sur Marcus. Il engagea discrètement une entreprise spécialisée, chose courante dans son métier. « Je veux tout savoir sur lui, surtout sur cette fille dont il a parlé », ordonna-t-il à l'enquêteur par téléphone, sans quitter des yeux l'écran affichant les caméras du jardin. À travers elle, il observait Marcus et Charlotte. Le maçon faisait preuve d'une patience impressionnante, transformant le jardin en un espace sensoriel pour la jeune fille, lui apprenant à identifier les plantes par le toucher et l'odorat, décrivant les couleurs avec des analogies qu'elle pouvait comprendre. « Ce rouge est comme la chaleur du soleil sur ton visage un après-midi d'été », entendit Robert expliquer alors que Charlotte touchait une rose. L'exactitude de cette description le hantait. Le rapport arriva 3 jours plus tard. Robert ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Marcus Johnson, 42 ans, diplômé avec mention en génie civil, marié à Amelia Johnson, décédée d'un cancer, père de Zoe Johnson, décédée d'une leucémie à l'âge de 7 ans. Après plusieurs défaites consécutives, il avait abandonné sa carrière prometteuse. Une source proche affirmait qu'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains pour éviter de devenir fou. Il avait commencé comme assistant jardinier, puis s'était orienté vers la construction. Robert fut bouleversé. Marcus n'était pas seulement un maçon, c'était un ingénieur qui aurait pu gérer des projets entiers. Comment pouvait-il encore sourire après avoir tout perdu? Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Robert entra dans la chambre de Charlotte alors qu'elle dormait. Avec hésitation, il toucha ses cheveux, le premier vrai contact depuis presque 2 ans. Le lendemain matin, il fit quelque chose de surprenant. Il dirigea 3 réunions importantes puis prépara un pique-nique. Charlotte descendit pour le petit déjeuner et trouva son père qui l'attendait. « J'ai pensé que nous pourrions passer la journée ensemble dans le jardin peut-être. » Le choc sur le visage de la fille fut suivi d'un sourire radieux. « Vraiment, papa, tu n'es pas trop occupé ?» Cette question innocente le détruisit de l'intérieur. Au début, la journée fut difficile. Ils s'assirent près de l'endroit où Marcus travaillait. Lorsque le maçon apparut, il fit un geste pour s'éloigner. « Marcus !» appela Charlotte, reconnaissant ses pas. « Mon père est avec moi aujourd'hui. Viens le rencontrer. » Les 2 hommes échangèrent un regard chargé de significations inexprimées. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'établit. Robert observait, essayant de comprendre comment quelqu'un qui avait tant perdu pouvait donner autant. Un après-midi particulièrement agréable, il s'approcha de Marcus. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il, la vulnérabilité exposée dans sa voix. « Après tout, comment peux-tu être si présent pour ma fille alors que moi, son propre père, je peux à peine la regarder sans m'étouffer de culpabilité ?» Marcus interrompit son travail. «
Quand Zoé était en train de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose. Papa, promets-moi que tu continueras à voir les couleurs. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Il regarda Charlotte assise près de la fontaine. Votre fille est vivante, monsieur Montgomery. Elle a besoin que vous voyiez ses couleurs, pas seulement votre cécité. Ces mots frappèrent Robert comme un éclair. Pendant 2 ans, il n'avait vu que le handicap, pas l'enfant dynamique. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans son bureau, Robert reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvait un dossier médical et une note. Vous devez connaître la vérité sur le médecin qui a soigné votre fille. Le dossier contenait de graves allégations contre le docteur Bennett, le neurologue qui avait déclaré Charlotte définitivement aveugle. Le médecin avait apparemment des antécédents de diagnostic hâtif et de traitements inappropriés, transférés discrètement entre les hôpitaux après des poursuites judiciaires couvertes par des accords de confidentialité. Robert sentit son sang se glacer. Et si la cécité de Charlotte n'était pas irréversible? Et s'il y avait une chance que le docteur Bennett ait ignoré, un nom dans le dossier retint son attention. Cas similaire. Zoé Johnson, diagnostiquée à tort avec une leucémie terminale. L'enveloppe lui échappa des mains. Des liens commencèrent à se former dans son esprit. Une toile troublante reliant l'accident de Charlotte, la mort de Zoé et la présence de Marcus dans sa vie. Soudain, le hasard qui avait amené Marcus dans son jardin semblait être loin d'être une coïncidence. Serait-il possible que cet homme qui avait perdu sa fille à cause du même médecin soit là pour se venger? Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, Robert était déchiré entre l'espoir et la peur. Que voulait vraiment Marcus? Pourquoi s'approcher si près de Charlotte? Et pourquoi envoyer ce fichier de manière anonyme? Les réponses étaient plus proches qu'il ne le pensait, et elles révéleraient une sombre conspiration qui remettrait en question tout ce qu'il croyait sur la loyauté, la justice et la véritable nature de la vengeance. La lune décroissante éclairait faiblement le bureau de Robert tandis qu'il tapait furieusement, plongé dans une enquête qui avait consommé ses 72 dernières heures. Des pages et des pages de dossiers médicaux, de rapports financiers et de photographies usées par le temps recouvraient le bureau en acajou. Au centre se trouvait la photo de Marcus avec une petite fille, sa défunte fille Zoé. Les mêmes anomalies dans les tests, le même neurologue, le même traitement expérimental raté. Marmonna Robert, reliant les points qui formaient un schéma inquiétant. Le matin, Robert convoqua une réunion urgente avec ses avocats les plus fiables. « Je veux tout sur le docteur Bennett. Je veux savoir chaque centime qui est entré et sorti de ses comptes au cours des 10 dernières années. Je veux savoir qui le protège. » Alors que les avocats partaient, Robert resta à contempler le jardin où Charlotte s'entraînait à identifier les fleurs au toucher, guidée par la voix calme de Marcus. Leur proximité ne le dérangeait plus. Maintenant, cela le terrifiait. « Monsieur Marcus est également en ligne. Il dit qu'il a besoin de vous parler de toute urgence, » annonça sa secrétaire. La voix de Marcus semblait tendue. « Monsieur Montgomery, je dois annuler le travail de demain. J'ai un rendez-vous médical important pour Charlotte. »« Charlotte? Pourquoi emmènerais-tu ma fille chez le médecin ?» demanda Robert, frissonnant. Un lourd silence remplit la ligne. « Je pense que nous devons parler en personne, ce soir, après que Charlotte se soit couchée. » Le reste de la journée s'écoula dans un flou. Robert annula toutes ses réunions et rentra chez lui pour trouver Charlotte et Marcus dans le jardin, partageant des histoires comme d'habitude. En les regardant, Robert ne pouvait plus distinguer l'innocence de la manipulation. Les intentions derrière la gentillesse de Marcus semblaient désormais sombres et menaçantes. Quand Charlotte s'endormit enfin, Marcus l'attendait dans le bureau. Sans préambule, il posa un dossier sur la table. « Je crois que vous avez déjà reçu des informations similaires, » commença le maçon, son visage un masque d'émotion contenue. « C'est moi qui ai envoyé la première enveloppe.
J'avais besoin de savoir si vous étiez suffisamment alerte pour réaliser ce qui se passait. « Et que se passe-t-il exactement, monsieur Johnson ?» demanda Robert d'une voix glaciale. Marcus ouvrit le dossier. Le docteur Bennett n'est pas seulement incompétent, c'est un criminel. Il mène des expériences non autorisées, diagnostique des patients de manière erronée pour les inclure dans ses protocoles. Ma Zoé n'avait pas de leucémie. Elle souffrait d'une maladie traitable qui avait été délibérément mal diagnostiquée. Et Charlotte, votre fille, n'est pas aveugle en permanence. Son état peut être inversé avec un traitement approprié. Marcus prit une profonde inspiration. « Monsieur Montgomery, votre fille et la mienne ont été victimes du même homme. » La révélation frappa Robert comme un éclair. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police ?»« J'ai essayé, » répondit Marcus, son rire amer résonnant dans la pièce. « Le docteur Bennett est protégé par des personnes puissantes. J'ai des preuves, mais j'ai besoin de quelqu'un avec suffisamment de ressources pour le dénoncer. »« Alors, vous vous êtes approché de ma fille pour me manipuler » accusa Robert, la colère montant. Non, les yeux de Marcus brillaient d'intensité. « J'ai cherché un emploi ici parce que je savais que sa fille avait été l'une de ses patientes. Mais je me suis approché de Charlotte parce que sa voix tremblait, parce qu'elle me rappelle ma Zoé, et parce qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre ce que nos filles ont vécu. » Robert fixait l'homme devant lui, déchiré entre la méfiance et l'espoir. « Je ne te demande pas de me faire confiance, » continua Marcus. « Je vous demande de faire confiance aux preuves. » Il fit glisser un autre dossier sur la table. « J'ai contacté le docteur Alyssa Winters, experte en neurologie oculaire. Elle a examiné les tests de Charlotte et l'a confirmé. Il existe un traitement, mais nous devons la protéger du docteur Bennett. Il ne peut pas savoir que nous enquêtons sur lui. Pourquoi pas? Parce que Charlotte n'est pas la seule. Il y a d'autres enfants. Et je crois que Bennett est sur le point de commencer une nouvelle phase de ses expériences. » Marcus hésita. « Il y a quelques années, j'ai essayé de le confronter directement. Une semaine plus tard, Zoé a eu une complication inattendue. 2 jours plus tard, elle était morte. L'air semblait gelé entre les deux hommes. Le soupçon que Marcus venait de révéler était si monstrueux qu'il défiait toute compréhension. Un médecin respecté qui nuit délibérément à ses patients pour faire avancer ses recherches. J'ai besoin que tu emmènes Charlotte voir le docteur Winters demain, dit Marcus. Elle a accepté de nous rencontrer discrètement. Si nous pouvons confirmer que Charlotte peut recouvrer la vue, nous ferons plus que cela, interrompit Robert. Une détermination farouche illuminait ses yeux. Si ce que tu dis est vrai, nous détruirons Bennett et tous ceux qui le protègent. Le plan a commencé à prendre forme à mesure que la nuit avançait. Robert mobiliserait ses ressources, ses contacts dans les médias, ses enquêteurs privés, ses avocats d'élite. Marcus apporterait ses connaissances, méticuleusement recueillies au cours d'années de recherche solitaire, y compris les noms d'autres familles touchées. Le lendemain, sous couvert d'une sortie en famille, Robert emmena Charlotte à la discrète clinique du docteur Winters. L'examen a été exhaustif, mais il a confirmé l'impensable. La cécité de Charlotte était réversible. Le diagnostic initial était au mieux grossièrement incompétent, au pire délibérément falsifié. En quittant la clinique, Robert tenait la main de sa fille avec une nouvelle détermination. Ce qui avait commencé comme un soupçon s'est transformé en une mission partagée. 2 pères, un milliardaire blanc et un maçon noir, tous deux brisés par la même force maléfique, étaient désormais unis par un objectif commun, la justice pour leur fille et la protection des enfants qui pourraient encore en être victimes. Ce que le docteur Bennett n'aurait pas pu imaginer, c'est que pendant qu'il vaquait tranquillement à ses occupations médicales luxueuses, une tempête impitoyable se préparait à l'horizon, une tempête qui ne laisserait
aucune pierre non retournée dans son empire de mensonges soigneusement construit. La salle d'audience était silencieuse, tandis que le docteur Bennett était conduit dehors, menotté. Son empire de mensonges s'est effondré en quelques heures, révélé par l'alliance improbable entre Robert Montgomery et Marcus Johnson. « Ce n'est que le début », a annoncé le procureur. Les enquêtes ont déjà permis d'identifier plus de 40 enfants touchés par le diagnostic frauduleux du docteur Bennett. Alors qu'il quittait le palais de justice, les journalistes ont entouré Robert et Marcus. Charlotte, tenant fermement leurs deux mains, arborait un sourire serein. Ses yeux, autrefois vides, suivaient désormais les mouvements autour d'elle avec une précision croissante. « Monsieur Montgomery, comment avez-vous découvert la fraude ?» a demandé un journaliste. « La vérité trouve des chemins inattendus, » répondit Robert en échangeant un regard significatif avec Marcus. « Parfois, il faut tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. » 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète, la Fondation Zoé ouvrait ses portes. Le centre de traitement, construit en un temps record avec les ressources de Robert, traitait déjà 15 enfants mal diagnostiqués par Bennett. « Nous ne voulions pas seulement la justice », a expliqué Marcus lors de l'investiture. « Nous voulions transformer cette douleur en quelque chose qui pourrait sauver d'autres familles. » Le docteur Winters, désormais directrice médicale de la Fondation, avait adapté le protocole expérimental de Bennett. Ironiquement, ces recherches auraient pu sauver d'innombrables vies, y compris celle de Zoé, si ce n'était par cupidité. Charlotte, dont la vision s'améliorait chaque semaine, est devenue le visage de la Fondation. Son histoire a incité les familles à demander un deuxième avis médical et à remettre en question un diagnostic apparemment définitif. Pendant ce temps, l'empire financier de Bennett s'effondrait. Les hôpitaux qui lui étaient associés ont fait face à des poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars. Les collègues qui avaient dissimulé ces pratiques ont été inculpés. Le système qui avait protégé sa négligence pendant tant d'années se retournait désormais contre lui. Robert, transformé par l'expérience, a complètement réorganisé ses priorités. Montgomery Construction, autrefois exclusivement axée sur le profit, consacre désormais 30% de ses projets aux hôpitaux pour enfants et aux centres de recherche médicale. Charlotte m'a appris que nos yeux peuvent être ouverts, mais nous ne voyons toujours pas ce qui compte, a-t-il avoué dans une rare interview. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, alors que Charlotte jouait avec d'autres enfants dans le jardin de la Fondation, Robert a trouvé Marcus regardant la scène avec les larmes aux yeux. « Zoé aurait 11 ans aujourd'hui », a remarqué l'ancien maçon. Robert hocha la tête en silence. Après un moment, il a demandé « Pensez-vous que nous lui avons rendu justice ?» Marcus regardait les enfants jouer. La justice est différente de la vengeance. La vengeance aurait été de détruire Bennett et de s'arrêter là. La justice consiste à veiller à ce que son mal ne se reproduise pas. « Tu sais ce qui me hante le plus ?» continua Robert. « Sans toi, je n'aurais jamais découvert la vérité. J'aurais passé le reste de ma vie loin de ma fille, persuadé que son état était irréversible. Et sans toi, répondit Marcus, je n'aurais jamais pu démasquer Bennett. Ma voix seule n'avait pas la portée nécessaire. Cette semaine, un enfant spécial est arrivé à la Fondation. Emma Wilson, 7 ans, diagnostiquée avec la même condition que Charlotte. Ses parents, incapables de se payer un traitement privé, avaient perdu espoir jusqu'à ce qu'ils voient un reportage sur la Fondation Zoé. On peut toujours savoir quand un enfant retrouve la vue, explique le docteur Winters en observant Emma lors de sa première consultation. Il y a un moment où leurs yeux commencent à suivre le monde, et puis soudain ils s'illuminent de reconnaissance. 1 an après le procès de Bennett, le jardin de la Fondation Zoé a été le théâtre d'une célébration spéciale. Charlotte, désormais presque entièrement guérie, a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire. À ses côtés,
Emma et d'autres enfants guéris applaudissaient. Robert, observant la scène, réalisa que sa propre cécité avait été guérie autant que celle de Charlotte. Avant que Marcus n'entre dans sa vie, il avait simplement existé, accumulant des richesses, perdant des relations humaines, se cachant derrière des murs de privilèges. Il existe une cécité pire que la cécité physique, confia-t-il à Marcus. C'est l'aveuglement de ceux qui ne voient que l'argent, le statut et le pouvoir. Sur le mur principal de la fondation, une simple plaque affichait un message puissant. À la mémoire de Zoe Johnson, qui nous a appris à voir au-delà des apparences. Ainsi, d'une tragédie commune est né un partenariat improbable qui a transformé des vies et redéfini le sens de la famille, prouvant que les liens les plus forts ne sont pas nécessairement ceux du sang, mais ceux forgés par la compassion. Un objectif commun est la compréhension que nos différences sont insignifiantes face aux valeurs qui nous unissent. Si cette histoire de justice et de rédemption a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment.